Bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui on fait une vidéo sur le Seigneur des Anneaux. On va s'intéresser à la façon dont on fabrique un deck, ce qu'on appelle le deck building. Donc je vous propose un petit craft and play. Aujourd'hui on va s'intéresser à un deck du cycle 8 avec toutes les cartes donc jusqu'à la sortie du deuxième pack du cycle 8. J'ai choisi le héros qui est sorti dans le cycle 8, à savoir Aldan. Je me suis demandé comment crafter ce deck. Je vais vous présenter un peu le cheminement de l'état d'esprit, de comment on build un deck autour d'Aldan. Il faut savoir que les decks à thème, donc là par exemple, Aldan, son thème, ça va être de mettre des attachements sur les lieux dans la zone de cheminement. Les decks avec des thèmes, c'est les decks les plus faciles à crafter puisque quelque part, en fait, la personne qui a fabriqué le jeu, il nous indique un petit peu le sens dans lequel le deck doit tourner. Donc si jamais vous débutez et que vous ne savez pas construire un deck, moi je vous conseille dans un premier temps d'essayer des decks à thème, c'est-à-dire des decks avec que des aigles, des decks par exemple comme proposé dans la boîte du cycle 8 Errance au Rovagnon là. Mettez par exemple tous les decks d'Ale de la boîte, ça fait un deck quoi. Voilà, donc là, on va s'intéresser uniquement à un deck Aldan. Alors, première chose, je vous présente ce héros. Aldan, c'est un héros connaissance. Hein. Son objectif, ça va être essentiellement d'explorer les lieux dans la zone de cheminement. Hein. Il a le mot-clé éclaireur et homme des bois. Donc, c'est deux mots-clés qui apparemment agissent sur les lieux hein, dans ce cycle. Donc, il a 10 en menace, 2 en volonté, 3 en attaque, 1 en défense, 4 points de vie. Tant que le lieu actif a un attachement sur lui, Aldan ne s'incline pas pour s'engager en quête, et sa réponse c'est que quand le lieu actif est exploré, on a droit de piocher une carte pour chaque attachement sur le lieu actif. Donc première chose à faire, ça va être de chercher tous les attachements de lieux qui nous sont proposés dans le jeu. Donc j'en ai fait une petite sélection, enfin non, j'en ai pas fait une sélection en fait, je vous présente tous les lieux tous les attachements de lieux qui ont été proposés dans ce jeu. Donc il faut savoir qu'il y en a uniquement en commandement, en connaissance et en énergie. J'en ai trouvé absolument aucun en tactique. Donc j'ai peut-être mal cherché, mais je pense pas qu'il y en ait en tactique. Donc je vous en propose une petite revue exhaustive. Hein. Si ça vous intéresse pas, vous passez directement au chapitre d'après. Donc déjà, le premier c'est la réserve du rôdeur, c'est un attachement qui coûte que 1, qui s'attache sur un lieu, n'importe lequel, hein. C'est limité à 1 par lieu, et ça va nous permettre, une fois que le lieu est exploré, de gagner une ressource sur chacun de nos héros. Ensuite, on a cet attachement de lieu qui est assez rarement utilisé, parce que déjà il est limité à un seul par deck, et que surtout il coûte 4, donc 4 c'est vraiment énormément. Ça s'appelle chemin de la nécessité. Cet attachement, il dit que une fois que le lieu auquel il est attaché, pardon, est le lieu actif, eh ben, les héros ne s'engagent plus pour aller en quête, pour attaquer et pour défendre. Donc autant vous dire que c'est très fort. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de lieux dans tous les scénarios de base, hein, moi je vous parle des scénarios en normal, hein, qui restent pendant vraiment excessivement longtemps lieu actif. Du coup, aller payer 4 pour un attachement qui va pas servir beaucoup ou souvent, et quand bien même il y aurait un deck où ce serait vraiment très intéressant d'avoir cet attachement, le problème c'est que limité à un par deck, même s'il est super utile, on va pas pouvoir s'en servir souvent. Mais après vous pouvez le mettre dans un side sur certains scénarios où il y a des lieux qui ne quittent jamais l'emplacement du lieu actif, quoi. Là par contre je ne vois pas. Après, on passe directement à tous les attachements connaissances. Alors, le premier que j'ai trouvé, c'est l'Almanach de l'explorateur. Hein, c'est un attachement qui coûte 0. Cet attachement, il sert essentiellement à placer les pions d'exploration avant de les placer sur le lieu actif. On peut les placer sur le lieu auquel est attaché l'Almanach de l'explorateur. Donc, j'y reviendrai plus tard. Après, on a le Sentier des Hommes des Bois. Alors ça, c'est une carte que j'ai pas compris quand je l'ai trouvée. C'est un attachement pour 1 qui fait que la valeur d'exploration du lieu actif est diminuée de 1. Comme ça, c'est un peu pourri. Mais en fait, je pense qu'il y a eu une erreur de traduction en français. Hein. Si vous lisez la carte en anglais, il est marqué que la valeur d'exploration du lieu est réduite à 1. Et du coup, c'est très différent quand vous avez un lieu actif, par exemple, qui a 7 pour être exploré, ou même les derniers lieux là du cycle 8, où il faut X pour les explorer, où X est le nombre de personnages en jeu. Des fois, il faut 15, il faut 20 pour les explorer. Avec cette carte, vous les explorez à 1.
Du coup, c'est fort, c'est intéressant. On va la mettre de côté aussi. Ici, vous avez la garde inlassable. Elle vaut 0, c'est un attachement de lieu toujours. Son seul effet, c'est que vous pouvez jouer en action, incliner un personnage rôdeur ou éclaireur pour diminuer de 2 la menace du lieu attaché. Donc ça, c'est typiquement des lieux sur lesquels vous n'avez pas envie d'aller ou pas envie d'explorer. Vous pouvez les gérer avec des personnages rôdeurs ou éclaireurs, c'est-à-dire qui ne contribuent pas à la menace. Après ici vous avez la pierre elfique, c'est un attachement unique, donc vous pourrez le jouer qu'une seule fois tant qu'il est en jeu, vous pouvez pas en jouer un autre quoi. Il vaut 1, la valeur du lieu actif en exploration est augmentée de 1, donc ça va être plus dur à explorer. Par contre, quand le lieu actif quitte le jeu, parce qu'il est exploré, le premier joueur met un allié de sa main en jeu. C'est un attachement qui est très fort, hein, qui se joue déjà pas mal dans plein d'autres decks. Dans un deck centré sur Aldan, je pense que ça a forcément sa place. Surtout que ça combotte assez bien avec le Sentier des Hommes des Bois, puisque vous allez d'abord ajouter la valeur en point de quête et ensuite réduire la valeur d'exploration du lieu à 1. Donc du coup, il n'y a même pas d'effet négatif. Et enfin, le dernier attachement qu'on a en connaissance, c'est la Clairière des Hommes des Bois. Donc la Clairière des Hommes des Bois, c'est un attachement de lieu, toujours pareil, il vaut 0, donc c'est super cool. Et en plus, en réponse, quand le lieu actif quitte le jeu parce qu'il est exploré, on diminue de 3 le niveau de menace. Donc ça c'est génial parce que des trucs qui diminuent la menace en connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de défauts à cette carte. J'y reviendrai plus tard sur la mécanique du jeu, enfin de ce deck-là. Des attachements à 0, c'est très fort dans ce deck-là. Voilà. Ensuite là, vous avez les 4 attachements qui sont énergie que j'ai trouvé. Donc le premier c'est Hitlin, il coûte 1. Celui-là, ça se joue essentiellement avec les decks Sylvain, puisque en fait vous pouvez l'attacher à un lieu et sur ce lieu vous pourrez mettre un marqueur de progression à chaque fois que vous jouerez un Sylvain de votre main. Donc dans un deck Sylvain, ça peut être intéressant, et encore, moi je vous avoue que dans mon deck Sylvain, je le joue pas. Parce qu'il y a plein d'autres cartes à mettre avant ça, quoi. Et puis en plus, il faudrait que ça vaille 0, quoi. Pourquoi ça vaut 1, surtout en énergie, une sphère où on a trop besoin de chacune de ces ressources. Incompréhensible. Bon, après vous avez le pouvoir de la Terre. Cette carte, elle date du Core 7, hein, c'est-à-dire le jeu de base. Donc fatalement, elle n'est pas très très forte à l'heure d'aujourd'hui. Elle a un coût de 1, et son seul intérêt, c'est qu'elle va baisser de 1 la menace du lieu auquel elle est attachée. Franchement, je vois pas trop de decks dans lequel ça pourrait être bien. On va juste, par souci d'exhaustivité, hein, je l'ai mis, mais franchement, c'est pas très intéressant. Vous avez la clé de Tror, qui n'est pas un attachement de lieu. Ça n'est pas un attachement de lieu, c'est un attachement de héros. Par contre, il a la capacité réponse. Quand un lieu est placé dans la zone de cheminement, attachez la clé de Tror à ce lieu. Tant qu'elle est attachée à ce lieu, la clé de Tror gagne le lieu attaché, perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, mais conserve ses traits. Alors il faut savoir que d'une, c'est un attachement, et que de deux, ça va être attaché à un lieu. Donc quand vous jouerez sa capacité, vous pourrez piocher la carte avec Aldan. Donc ça marche. Alors même si c'est pas un attachement de lieu, dans ce deck là ça marche. Et après vous avez une carte ultra jouée, enfin moi je la joue pratiquement dans tous mes decks. C'est l'Ancien Matom, c'est un attachement pour 1, il faut l'attacher à un lieu, et quand le lieu est exploré, vous allez piocher 3 cartes. Moi je vous avoue que dès que j'ai eu cette carte, je l'ai jouée beaucoup, dans beaucoup de decks. Dans un deck centré sur les attachements de lieux, je vois pas comment me passer de celle-ci. Voilà, donc là c'est le bilan de tout ce que j'ai trouvé comme attachement de lieu. À partir de là, vous voyez qu'on a 9 attachements de lieu. Il faut choisir ceux qui sont le plus intéressants. Moi je vous avoue que tout cela je vais pas les jouer. L'Hitlin, le pouvoir de la Terre et la clé de Tror, bien que la clé de Tror il faudrait à mon avis la mettre dans la réserve, ça peut être très intéressant dans certains scénarios, j'y reviendrai plus tard, hein. Pour l'instant c'est pas très important, ça on va le mettre de côté. L'Ancien Matom de toute façon c'est ultra fort, hein, donc moi je vous dis de base je le joue en 3 fois, ça c'est obligé. Après, le problème des autres attachements, c'est que, même d'ailleurs de l'Ancien Matom, c'est que si jamais on veut les jouer, il faut au moins chacune de ces 3 sphères. C'est-à-dire que pour jouer cela, il faut la sphère commandement, pour jouer cela, il faut la sphère connaissance, pour cela, il faut la sphère énergie.
Moi, j'aime bien crafter en trisphère, donc je vais jouer les 3 couleurs. Mais je vous avoue qu'il y a plein de gens qui vont enlever, par exemple, les énergies ou les commandements, de façon à jouer que bisphère, voire monosphère. Hein, parce que vous pouvez jouer, par exemple, qu'avec les attachements de lieu qui sont en connaissance. Le problème, c'est que vous en aurez moins. Bon, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Moi, je vous avoue que je suis parti sur un deck trisphère parce que je voulais jouer un maximum d'attachements de lieux. Celui-là, le chemin de la nécessité, c'est pareil. À part dans le side, c'est-à-dire dans la réserve, je vais pas le jouer. J'en ai mis 3 de façon à pouvoir gagner beaucoup de ressources sur mes héros. Voilà. Et après, ceux de la sphère connaissance, eh ben, je vais vous présenter un petit peu mon raisonnement. Celui-là, de toute façon, la clairière des hommes des bois, il est ultra fort. Hein. Baisser la menace, c'est toujours très très fort. Et après, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui jouent cette carte. Dans n'importe quel deck connaissance, ils jouent cette carte. Nous ne sommes pas paresseux. Il y a marqué incliner X nains pour ajouter X ressources à la réserve d'un héros. Et vous piochez une carte. Alors du coup, vous dites, bon, il faut jouer des nains. Par contre, si on joue pas de nain, cette carte elle a quand même un très gros avantage, c'est que si vous la jouez, vous inclinez 0 nain, vous pouvez quand même piocher une carte. Et du coup, potentiellement votre deck, au lieu d'avoir 50 cartes, et ben quelque part vous réduisez la taille de votre deck, puisque dès que vous allez piocher cette carte, vous allez la jouer pour piocher une autre carte. Donc à part dans certains scénarios du cycle 4 où c'est un défaut de piocher, il n'y a pas d'intérêt à ne pas la mettre. Si vous voulez jouer avec un deck qui tourne très très rapidement, c'est le même principe avec une rune de Dairon. Et ben là dans ce deck, ça va se passer exactement de la même façon. Tous les attachements de lieu qui coûtent 0, ils vont nous permettre de réduire la taille du deck. Parce que là par exemple, si vous mettez la clairière des hommes des bois sur un lieu et que vous l'explorez, vous allez directement, déjà d'une, ne pas incliner Aldan pour aller en quête, et en plus piocher une carte. Donc quelque part, c'est comme si vous n'aviez pas joué cette carte. Donc du coup, les attachements à 0, notamment la garde inlassable et l'almanach de l'explorateur, ils sont très forts. Parce que toujours pareil, ça va réduire la taille de votre deck. Donc la garde inlassable, je ne l'ai pas mis pour l'instant, mais peut-être je la mettrai plus tard pour accélérer la taille de mon deck, pour accélérer la vitesse de mon deck. Par contre, des almanachs d'explorateur, j'en ai mis 3 pour 2 raisons. La première, ça va accélérer la vitesse du deck exactement comme la clairière des hommes des bois. Et en plus, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes débordé parce qu'il y a trop de lieux, ça peut arriver quand même, hein. Et ben ça vous offre un joker qui vous permet de le mettre sur un autre lieu qui vous embête dans la zone de cheminement et l'explorer sans avoir à voyager vers lui et donc à passer aussi un tour à l'explorer. Donc l'almanach d'explorateur, je pense que c'est aussi un accélérateur de deck. Et après, moi j'ai mis 2 pierres elfiques parce que ça fait très longtemps que je voulais jouer ces cartes et que je me suis dit bah pourquoi pas les jouer et du coup jouer des alliés qui coûtent très très cher. Voilà, donc ça c'était la première étape de réflexion. Comment on choisit la base du deck. Donc là je vais faire une toute petite pause et puis je vais enchaîner sur le deuxième principe. Donc à partir de là, une fois qu'on a bien saisi les enjeux de base de ce deck Aldan, il faut solutionner un problème qui peut arriver en partie, c'est qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de lieu. S'il n'y a pas de lieu à explorer, on ne peut jouer aucune de ces cartes, on ne peut pas activer la capacité d'Aldan, on ne peut pas piocher de cartes. Du coup, très rapidement, je me suis dit, il faut trouver une solution pour mettre des lieux dans la zone de cheminement, si jamais il n'y en a pas. Donc, à partir de là, j'ai trouvé 3 solutions intéressantes. La première, c'est le défricheur du Neudin. C'est un allié qui coûte 0, donc il est gratuit, il a 2 en volonté. Et quand on le met en jeu, on va chercher dans les 5 premières cartes du deck de rencontre, on choisit un lieu et on le met dans la zone de cheminement. Quelque part, c'est une façon de payer cet allié. On va augmenter la difficulté du scénario en augmentant le nombre de lieux dans la zone de cheminement. Mais surtout, si jamais il y a un tour où il n'y a pas de lieu et qu'on a besoin de lieux pour jouer toutes nos cartes, ça peut être intéressant. Ça, c'est une solution que j'ai retenue. La deuxième solution, c'est cette nouvelle carte, la voie cachée. Ça coûte 2 et c'est un événement, réponse, au début de la phase de quête. Donc dès que la phase de quête commence, on peut regarder les 5 premières cartes du deck rencontre, choisir un lieu et en faire le lieu actif.
en renvoyant tous les lieux actifs précédemment dans la zone de cheminement. Ensuite, on révélera une carte de moins que ce qu'on devait révéler. Alors le problème avec cette carte quand même, c'est que comme vous le faites pendant la phase de quête, vous ne pouvez pas jouer d'attachement dessus. Ça, c'est problématique. Du coup, je ne sais pas encore si je vais la mettre cette carte. Et après, la dernière solution que j'ai trouvée, vous allez me dire c'est une solution qui est excessive. Oui, je suis un homme excessif. C'est les nouveaux attachements protégés. Parce que tous ces attachements protégés, ils sont protégés soit par des lieux, soit par des ennemis. Et quand vous allez jouer pendant la phase d'organisation, vous allez directement rajouter le lieu ou l'ennemi dans la zone de cheminement. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez, dès le tour où vous la jouez, mettre les attachements que vous voulez dessus. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ces attachements protégés là, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est pourri, et moi je cherche à les jouer dans un maximum de decks pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut en tirer. Parce que ok, ces attachements ils sont difficiles à jouer parce qu'ils augmentent la difficulté du jeu, puisque vous allez rajouter une carte rencontre dans la zone de cheminement. Mais déjà c'est pas une carte très triste, donc c'est-à-dire que c'est pas les cartes les pires du jeu. C'est que les lieux et les ennemis. Les lieux, ils vont vous arranger dans ce deck, et les ennemis, on peut les gérer. Du coup, là, moi je me suis dit quelle carte je vais rajouter dans mon deck. Pour le problème que je vous ai cité ici, cette carte je ne l'ai pas mis, puisque c'est au début de la phase de quête, du coup, ça vous oblige à mettre en lieu actif un lieu qui n'aura pas d'attachement. Du coup, pour l'instant ça me pose problème. Je vais les mettre de côté, je les rajouterai peut-être au fur et à mesure avec quelques parties. Après l'Arkenstone, il me pose problème aussi parce que il rajoute plus 1 en volonté, mais que aux personnages qui sont uniques. Et des personnages uniques, à part les 3 héros, j'en ai pas beaucoup. Donc pour l'instant je l'ai pas mis, mais je pense que très très rapidement je vais le mettre. Parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait assez bien. Donc je pense que je le mettrai dans pas très longtemps. Voilà, du coup c'est les 3 cartes que j'ai retenues. Alors vous allez me dire 3 cartes dans un deck c'est pas beaucoup. Moi j'ai mis 2 fois le collier de Girion et 2 fois Glamdring. Je pense que je vais mettre au moins une fois l'Arkenstone, voire peut-être 2 fois. Et la semaine prochaine, dans le 3e paquet du cycle 8, il y a Orchrist qui sort. Donc ce sera un attachement qui fait exactement pareil que Glamdring, mais qui est dans la sphère commandement, et qui lui fait gagner une ressource à la place de faire piocher une carte. Donc du coup, à force d'avoir trop d'attachements protégés comme ça va créer un problème. Comment est-ce qu'on va gérer la surabondance d'ennemis ou de lieux dans la zone de cheminement? À partir de là, j'ai pensé à une carte que vous connaissez certainement, ça s'appelle Groupe de chasse. Cette carte, elle vous dit, c'est un événement qui coûte 1 en commandement, et qui vous dit que vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un personnage unique ayant le trait guerrier, et un autre personnage unique ayant le trait éclaireur. Du coup, Aldan il est éclaireur, il me manquerait juste un personnage unique avec le trait guerrier pour jouer cette carte. Et elle fait en réponse, quand les joueurs ont engagé des personnages dans une quête, défausser les ennemis non uniques dans la zone de cheminement, ensuite révéler une carte rencontre. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien tout simplement parce que quand vous allez jouer un attachement protégé, si jamais ça tombe sur un ennemi, vous êtes ennuyé. Si jamais ça tombe sur un lieu, c'est pas très grave puisque dans ce deck c'est fait pour gérer les lieux. Du coup, l'ennemi, vous avez juste à attendre la phase de quête. Au début de la phase de quête, quand vous mettez au moins un héros dans la quête, vous pouvez jouer cette carte et défausser l'ennemi. Comme vous défaussez l'ennemi, eh ben, cet attachement protégé, il se retrouve sans carte attachée à lui, et du coup, vous pouvez le récupérer directement. Certes, ça va rajouter une carte du deck de rencontre, mais quelque part, vous avez gagné un de ces artefacts qui sont tous excessivement puissants. Du coup, j'ai retenu 7 combos en tête pour créer ce deck. Il y a quand même un petit passage qu'il faut que je vous dise, c'est que je me suis dit, ça c'est des attachements. Du coup, si jamais on les attache à des lieux, et ben du coup ça fait un attachement à un lieu. Du coup, quelque part, la capacité d'Aldan devrait fonctionner. Donc du coup j'ai vérifié, je sais pas s'ils y avaient pensé ou pas, à mon avis oui quand même, mais ils ont bien marqué dans le livre de règles du cycle 8 que quand des attachements de joueurs qui ont le mot-clé protégé sont attachés à des lieux ou des ennemis, ils perdent leur texte et leurs traits, et ils deviennent des objectifs. Du coup, je pense pas que ça marche.
Je pense quand même que cette combo reste valable dans le deck. Du coup, moi j'ai mis toutes ces cartes dans mon deck. Ça, c'était la deuxième approche du deck. Le problème, c'est que pour jouer le garde-chasse, il faut un personnage unique qui soit guerrier. Alors, soit vous jouez des alliés avec le trait guerrier, qui soit unique. Ça, c'est toujours un peu dangereux parce que si vous les piochez pas, ben, vous pouvez pas le jouer. L'autre solution, c'est de chercher des personnages qui soient à la fois guerriers, à la fois qui soient très forts pour aller en quête, puisque le but de ce deck, ça va être d'explorer des lieux. Et à la fois... Le dernier à la fois, je me rappelle plus. Ah oui, et le dernier problème, c'est que là, on a déjà un héros connaissance, mais il nous faut un héros énergie et un héros commandement. Du coup, j'ai cherché, bien évidemment, celui qui s'impose à nous, comme à chaque fois qu'on joue en solo, c'est le fameux Glorfindel. Il remplit parfaitement ces trois critères, et en plus, il est excessivement bas en menace. Du coup, bah, là, vous avez un guerrier, un éclaireur. Ils ont à eux deux 5 en volonté. En plus, vous pouvez jouer cette carte. C'est parfait. Donc, à partir de là, vous avez les premiers raisonnements de base. On a déjà au moins la moitié du deck de fait, sans avoir pratiquement fait quoi que ce soit. Maintenant, il nous reste le choix du troisième héros. Alors le choix du troisième héros, je vous rappelle, il faut qu'il soit forcément commandement, sinon on ne pourra pas jouer nos ressources, hein, enfin certains de nos attachements, et surtout la carte qui nous permet de jouer les attachements protégés. Surtout qu'avec le prochain pack, il y aura Orchrist qu'on va aussi jouer, donc du coup il nous faut forcément un personnage connaissance. Alors l'avantage de la sphère connaissance, c'est que bah, ça va nous ouvrir les possibilités de mettre plein d'autres cartes. À partir de là, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pouvais mettre comme héros. Soit on met un héros qui va nous servir à défendre. En en commandement, il y en a des très bons. Le problème, c'est qu'ils coûtent tous très cher en menace. De base, moi j'ai pensé à Erkenbrand, à Denethor, qui accélère très très vite le début du scénario, quoi. Parce que tu as déjà beaucoup de ressources. Et après, j'ai pensé à Armartul, parce que c'était les trois héros qui, pour moi, sont des bons défenseurs dès le début de la partie. Le problème de ces trois personnages, c'est que je vous avoue que je les joue dans plein d'autres decks. Erkenbrand, il coûte 10 en menace. Denethor, il est très bon, mais je le joue dans vraiment énormément de decks, donc je voulais vraiment ne pas le jouer dans ce deck-là. Et Amartul, pour que toutes ces combos elles marchent vraiment bien, il faut qu'il soit engagé avec plein d'ennemis. C'est pas du tout l'objectif de ce deck. Du coup, je me suis retrouvé sans solution et je me suis dit bon, bah c'est pas grave, on va continuer dans l'idée que on va faire beaucoup de volonté pour aller très fort en quête. Donc j'ai regardé de base les héros qui ont le plus de volonté. Et directement, celui qui s'est imposé à moi, c'est Sam Gamgee, parce que l'avantage c'est qu'il a 3 en volonté, et que deuxièmement, il a un coût en menace qui est excessivement bas, il a que 8 en menace. Du coup, ça va nous permettre de rester très très bas en menace, puisque là on commence la partie à 23 en menace, qui est vraiment excessivement bas. Et comme dans ce deck, on va surtout gérer les lieux et essayer de fuir les ennemis au maximum, ça nous permet de gagner beaucoup de temps pour se mettre en place. Donc c'est les 3 héros que j'ai choisis pour ce deck-là. À partir de là, bah, il suffisait juste, étant donné que toutes les combos de base du jeu sont en place, il suffit juste de se demander bah, quels attachements je veux mettre à chacun de ces héros. Je vous avoue que dès qu'on joue Glorfindel, il y a un attachement qui s'impose de façon obligatoire, c'est la lumière de Valinor. Elle est vendue carrément avec Glorfindel. Quand vous achetez le paquet avec Glorfindel, il y a la lumière de Valinor qui est vendue dedans, tellement c'est obligatoire. J'ai vu aucun deck qui jouait Glorfindel qui ne jouait pas la lumière de Valinor. La lumière de Valinor, c'est un attachement absolument génial. Ça coûte que 1 et ça permet à votre allié, qui soit Noldor ou Sylvain, de ne pas s'engager quand il va en quête. Il n'y a aucun défaut à cette carte, elle est parfaite. Dès que vous jouez Sylvain ou Noldor, vous la mettez, en général en 3 exemplaires. Là d'ailleurs, pourquoi j'en ai que 2 exemplaires? Elle a dû glisser ailleurs. Je ne sais pas où. Donc moi, de toute façon, dès que je mets Glorfindel, je mets 3 lumières de Valinor, ça c'est une base. J'ai mis Glorfindel, du coup ce serait vraiment trop bête de ne pas mettre Asphalot, qui est la monture de Glorfindel. Ça s'attache à n'importe quel Noldor ou Sylvain, mais on la joue surtout quand on joue Glorfindel. Encore une fois, c'est vendu avec Glorfindel, hein, tellement c'est fait pour jouer avec lui. Vous pouvez incliner cette monture pour placer 2 marqueurs sur n'importe quel lieu. Donc les lieux, ça peut être des lieux dans la zone de cheminement ou des lieux que vous êtes en train d'explorer, c'est-à-dire le lieu actif. C'est une carte qui est absolument géniale. Je la mets juste par habitude, je ne sais pas si elle servira.
Ça coûte pas bien cher. Après pour Aldan, je me suis demandé quels attachements je voudrais lui mettre. Je vous avoue que déjà le fait qu'il aille en quête, j'ai pensé directement à lui mettre le collier de Girion. Après on verra en fonction des quêtes. Et Glamdring. C'est deux attachements qui sont très forts, qui vont augmenter à la fois sa valeur de quête et sa valeur d'attaque. Du coup je me suis dit ça suffira. Et après, quand on joue un Hobbit, en général on met toujours un nœud serré parce que ça offre de la d'étape gratuite. Je sais pas si ça me servira, je l'ai mis en un exemplaire pour me rendre compte si ça va servir. Et après j'adore cette carte parce qu'en plus c'est le dessin est génial. Le manteau de Hobbit, il permet d'augmenter de 2 la défense du héros si jamais il défend contre un ennemi qui a une valeur de menace supérieure. Et là, vous voyez qu'on a déjà 23 en menace, plus les 3 clairières des hommes des bois, on va pouvoir encore diminuer la menace. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui vont avoir une menace inférieure à moi. Du coup, à chaque fois que je vais engager un ennemi, je gagnerai ce bonus de 2 en défense. Du coup, de base, Sam il défendra à 3, et en plus, de base, Sam, quand on engage un ennemi qui a une valeur supérieure à sa menace, il gagne plus 1 en défense, plus 1 en attaque, plus 1 en volonté, et il se redresse. Du coup, de base, il défendrait à 4. J'ai pas vu beaucoup de raisons de ne pas mettre cette carte au moins en un exemplaire, peut-être ça ne servira à rien, à ce moment-là, je les virerai. Voilà, donc ça c'est tous les attachements que j'ai mis, juste parce que je veux les mettre à mes héros. À partir de là, il nous faut répondre à la dernière question. C'est la question la plus simple de quand on fait du deck building. C'est comment on va en quête, comment on attaque les ennemis et surtout comment on les défend. Je dirais même qu'il faut commencer à répondre à comment on les défend avant de se dire comment on va les attaquer. Parce qu'on peut survivre à un scénario en défendant les ennemis toute la partie. Par contre, on ne peut pas survivre si on se dit seulement je vais les attaquer et je vais pas les défendre, je vais les prendre sans défense ou je vais tracher des mecs en permanence. Et déjà tracher des mecs en permanence, c'est déjà une réponse à comment est-ce qu'on défend. Donc ça, c'est la suite. Alors l'étape suivante de ce deck building, ça va être de se demander quels alliés je mets et pour quelles raisons. Donc là, on voit que ce deck, il y a déjà beaucoup en volonté. On va encore rajouter de la volonté en rajoutant les alliés, mais d'abord il faut répondre à ces deux questions, comment je défends les ennemis et comment je les attaque. Alors pour défendre, on a vu une première solution, le Sam Gamgee. Ensuite, la deuxième réponse, elle se trouve directement dans la composition grâce au héros. Le fait d'être à 23 en menace, ça veut dire que normalement on ne va pas avoir à gérer des ennemis dès le début de la partie, puisqu'on sera en dessous de leur valeur d'engagement. Du coup, ça nous laisse du temps pour gérer les gros ennemis. Les petits ennemis, on pourra les gérer parce qu'en général, ils ont peu d'attaque. Donc ça, c'est la stratégie globale. Au cas où, j'ai quand même rajouté cette carte que je rajoute dans énormément de decks, c'est le réfugié Sylvain. Parce que d'une, il coûte que 1, il a l'avantage d'avoir 2 de volonté, donc ça veut dire que dans ce deck, il va nous permettre d'aller fort en quête très vite. Et en plus, comme il vaut que 1, son seul inconvénient, c'est que si jamais on perd un personnage, il est défaussé. Du coup, on va souvent s'en servir de trash, c'est-à-dire d'alliés qu'on va engager pour défendre contre un monstre qu'on ne peut pas gérer, juste pour le sacrifier, puisque de toute façon, si on sacrifiait n'importe quel personnage ou héros, il mourrait. Donc c'est le premier qu'on va sacrifier, en général. J'en ai mis 2 exemplaires, j'aurais pu en mettre 3, mais bon, malheureusement, il n'y avait pas assez de place dans le deck. Après, j'ai trouvé 2 autres solutions à beaucoup plus long terme. Ce nouvel allié, les sentinelles de la rivière rouge, je les trouve excessivement forts. Et en plus, moi j'ai pas réussi à jouer Dale encore, parce que j'étais sur trop d'autres decks différents. Du coup, je dois être le seul mec de la Terre à pas avoir encore joué Dale après déjà 3 mois que le cycle 8 est sorti. Ça a l'air très fort, peut-être je ferai un easy crafting dessus, parce que justement dans la boîte Errance au Rovagnon, on vous vend un deck déjà tout fait dedans, et notamment il y a cette fameuse combo avec ce Sentinelle de la Rivière Rouge qui est excessivement fort, quoi. Donc je reviens vite fait dessus, il coûte 3, il a 0 en volonté, 1 en attaque, 2 en défense et 3 points de vie, ce qui est déjà des caractéristiques qui sont très fortes pour un allié, 2 en défense et 3 points de vie pour 3, c'est pas mal. Il a comme avantage de réduire de 1 le coût de tous les attachements, c'est pas même le premier, c'est tous les attachements que vous jouez sur lui qui ont le trait armure sont diminués de 1. Du coup, t'as envie de lui jouer des attachements armure. Et des attachements armure, ils en ont rajouté, et dans la même boîte. C'était vendu avec, c'est du easy crafting, comme je vous dis. Ici, attaché à un personnage d'aile ou guerrier, donc lui il est d'aile et guerrier, il coûte que 1, donc avec lui il coûtera 0, et après celui-ci gagne plus 1 en défense. Du coup, grâce à ça, il défendra à 3.
Après, il faut pousser la lecture un petit peu plus loin pour voir la combo, à quel point elle est belle et toute préparée exprès pour qu'on la joue. La sentinelle de la rivière rouge, elle a une deuxième capacité qui fait que elle gagne plus en défense et sentinelle tant qu'elle a un attachement armure dessus. Ce Aubert, il est armure, du coup il va gagner plus en défense et sentinelle. Donc du coup là on est déjà en train de parler d'un allié qui a 4 en défense et qui est sentinelle. Et en plus le Aubert, il dit que si jamais l'allié auquel il est attaché il a sentinelle, il gagne un point de vie. Du coup vous vous retrouvez avec ces deux cartes pour seulement 3, hein, puisque celle-là elle coûte 1 de moins, avec un allié qui a 4 en défense et 4 points de vie. C'est vraiment extrêmement fort. Donc du coup je l'ai mis 3 fois. La seule difficulté de cette combo dans ce deck là, c'est que je vous rappelle, je joue Trisphère, et du coup pour sortir 3 ressources connaissances, commandement pardon, ça va piquer quoi. Voilà, c'est le seul truc qui me pose problème, mais normalement, puisque le deck est censé être excessivement bas en menace, je devrais avoir le temps de stacker les ressources, c'est-à-dire de les accumuler, pardon, les ressources en commandement. Voilà. Donc ça, c'est la stratégie de base. Une autre option que j'ai choisie aussi pour défendre, c'est cet allié que j'ai jamais joué énormément, hein, je l'ai joué que dans très très peu de decks. C'est le Joubaïr. Le Joubaïr, il coûte 5, il est en énergie, il est sentinelle, il a 3 en défense, 3 points de vie. C'est déjà un très bon défenseur puisque de base il est sentinelle et guerrier, ça veut dire que je peux aussi lui attacher le Aubert. Et le Aubert, il va lui faire passer à 4 en défense et 4 points de vie. Donc ça combattera très bien aussi avec Joubaïr, hein, ces 3 cartes combattent parfaitement ensemble. Et en plus, bon, il a un effet qui est complètement monstrueux, c'est que quand il est incliné pour défendre, on peut défausser une carte ombre qui est face cachée d'un ennemi non unique. Donc quelque part, vous pouvez à la fois enlever la carte ombre de son propre ennemi, puisque c'est une réponse, soit vous pouvez enlever la carte ombre d'un autre ennemi, si jamais vous jugez que c'est pas risqué de l'enlever à lui. Alors le problème, c'est comment invoquer ses alliés, puisqu'il coûte quand même 5. Avec dans un deck que Glorfindel qui va générer des ressources énergie, vous me dites il faut déjà 5 tours de Glorfindel pour payer cet allié. Et il ne faut pas oublier quand même qu'on axe la partie du jeu sur le fait qu'on a la pierre elfique. Et la pierre elfique, elle fait que quand on va explorer un lieu, on va pouvoir jouer un allié de notre main gratuitement. Donc on pourra aussi bien jouer lui que lui. Ça c'est une solution pour payer. La deuxième solution à laquelle j'ai pensé, ça vient aussi d'un attachement de lieu, c'est la réserve de rôdeur. Elle va nous permettre de gagner des ressources encore en plus. Donc ça, c'est la deuxième utilité, hein, c'est qu'on va gagner des ressources théoriquement plus vite. À partir de là, qu'est-ce qu'il y avait à rajouter moi, je pense que j'ai assez de défenseurs. Hein. Entre Sam Gamgee et ses 4 alliés, ça fait que 5 défenseurs, vous me direz. Mais tout le but de ce deck, ça va être de piocher beaucoup de cartes avec Aldan, qui normalement va diminuer très très vite la taille du deck et qui va cycler très fort. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de problème en défense. À partir de là, moi je me suis demandé, il faut plein d'alliés maintenant, hein. Il faut beaucoup d'alliés dans un deck. Je vous rappelle, hein, un nombre à peu près raisonnable d'alliés, ce serait, je pense, 20. 20 alliés, c'est une base. Hein. Il faut des alliés pour gagner les parties. C'est très rare les decks qui gagnent sans alliés. Enfin, moi, c'est pas des decks que je joue. Donc à partir de là, je me suis dit quel allié je peux jouer. Mon raisonnement, il a commencé par la pierre elfique. Je me suis dit, quitte à pas payer les alliés, autant jouer des alliés très chers, qui sont très forts. Donc de suite, j'ai pensé à Firial, qui va nous servir à la fois à aller en quête, et à la fois en plus à contrôler un petit peu ce qu'il y a au-dessus du deck de rencontre, puisque dès qu'on va l'engager en quête, il va nous permettre de regarder la première carte du deck rencontre. Si jamais ça nous plaît pas, on peut la défausser. C'est plutôt sympa ça, ça j'aime bien. Donc j'en ai mis que 2 pour l'instant, après on verra si on en met plus. Bon, les Aubert, je pense que vous avez compris, je peux peut-être les virer. Après j'ai mis un Yazan, parce que Yazan il est très très fort et le seul problème c'est qu'on peut pas le payer. Mais si jamais on le pioche avec toutes les cartes qu'on va piocher, on pourra le jouer avec une pierre elfique. Tant que j'y suis, parce que j'aime bien piocher, j'ai mis un Legolas. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre les deux. Mais dans ce deck, je me suis rendu compte que pour l'instant, on n'avait pas beaucoup d'attaques, à part Aldan et Glorfindel. Bien évidemment, normalement, on a mis Orchrist et Glamdring, hein, les deux cartes protégées, pour augmenter leur attaque. Mais on sait jamais, si on n'a pas assez d'attaque, il vaut mieux mettre un peu d'attaque. Après, j'ai mis Gimli parce qu'il est très cher et qu'il est très polyvalent. Toutes ces cartes-là, je les paierai normalement avec la pierre elfique. À partir de là, tout ça c'est des alliés que je compte jouer avec la pierre elfique ou avec les ressources, hein, si jamais je les joue très tard dans la partie.
Et j'ai plus ou moins réglé les problèmes à la fois de défense et d'attaque. Du coup, bah, qu'est-ce qui me restait à gérer? C'est avoir beaucoup de volonté. Donc quand on pense à beaucoup de volonté, de toute façon, on met Arwen Endemiel. Puisque Arwen Endemiel, je pense que c'est la meilleure alliée du jeu. Elle est trop forte, quoi. Il n'y a aucun défaut à cette carte. L'illustration est complètement improbable. Elle est magnifique, quoi. C'est du Magali Villeneuve. C'est un cadeau fait aux hommes sur Terre, quoi. Et en plus, pour les joueurs que nous sommes de SDAJCE, elle vaut que 2. Elle a 2 en volonté. Et elle va transformer en sentinelle et donner plus en défense à n'importe quel allié dès qu'elle va aller en quête. Bon, il n'y a même pas de discussion à avoir. J'élimine le sujet, j'en suis désolé. Arwen est indispensable. Après, j'ai mis un Enamart parce qu'il coûte que 1. Il est ultra polyvalent avec son 1 de volonté et 1 d'attaque. Pour 1 en connaissance, c'est cadeau. Et en plus, il nous permet de faire de la sonde. C'est une carte qui est vraiment très très forte aussi. Je la mets très souvent en 1 exemplaire dans mon deck puisqu'elle n'a pas de défaut pour moi. Après, j'ai mis Ganburugan parce que c'est un allié qui va avoir une volonté égale à la menace du lieu actif. Dans certaines situations, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de volonté. Je l'aime beaucoup, surtout avec le cycle 8, là, avec ce fameux lieu là qui des fois augmente de 10 la menace dans la zone de cheminement. C'est sympa au tour d'après d'avoir 10 en volonté de plus, quoi. Voilà, à partir de là, j'ai cherché surtout des alliés qui aient beaucoup de volonté. Donc j'ai trouvé Mabloug et surtout Vif Sorbier qui a le double avantage d'être à la fois en volonté fort, puisqu'il a 2 en volonté, 3 en attaque. C'est ultra fort, donc j'ai pensé à tous ces alliés uniquement pour leur volonté. Voilà, donc rendu à ce point-là, je crois que j'avais un truc comme 17 ou 18 alliés. Ce qui est, à mon avis, à peu près tolérable. Je mets toujours un gardien des maisons de guérison, puisque c'est un des meilleurs soigneurs du jeu, voire certainement le meilleur soigneur du jeu. J'en mets un exemplaire tout le temps, parce que ça permet de sauver des situations un peu désespérées. C'est très fort, je le mets tout le temps. Voilà, et après il me restait quelques slots dans mon deck. Je me suis dit quels événements on met pour piocher plus de cartes, et ainsi de suite. Je savais pas trop quoi mettre. Au début, j'ai pensé à tester sa volonté, à coup précipité, à conseil d'Elrond. Pour l'instant, j'ai mis 2 conseils d'Elrond, un coup précipité, parce que j'aime pas jouer le tester sa volonté, parce que le tester sa volonté, sinon on le met dans tous les decks en 3 exemplaires. Du coup, je vous avoue que là, ça fait 6 bons mois que j'essaie de pas le mettre dans mes decks, et de tant pis en pleine face, et d'apprendre à jouer avec. Surtout que dans pas longtemps, ils vont ressortir les decks cauchemars en français, donc ça veut dire qu'on va attaquer les decks cauchemars en français. Je pense que dans les decks cauchemars, on n'aura pas le choix, on sera obligé de jouer des tester sa volonté. Du coup, pour l'instant, tant qu'on a encore une petite fenêtre de possibilités, je vais pas les jouer. Pour l'instant, je les joue pas, on verra après. Si rien ne vous empêche de les mettre dans la réserve, si jamais vous dites que c'est impossible de jouer sans tester sa volonté. Moi, je l'ai trop joué ce sort, j'essaie de le jouer le moins possible, donc voilà. Voilà, c'est les événements que j'ai choisis. Donc, rendu à ce niveau-là, je crois qu'il y a 50, il y avait 50 cartes, mais comme j'ai mis l'Arkenstone, je sais pas si je vais le mettre, mais à mon avis, je vais le mettre quand même, l'Arkenstone, au moins en un exemplaire. Hein. Du coup, il y a 51 cartes dans le deck, du coup, tiens, je vais virer un conseil d'Elrond, puisque, bon, on est déjà très bas en menace, on n'est pas obligé de le baisser encore. Allez, je vais virer un conseil d'Elrond, je sais que c'est une offense, hein, puisque normalement, le conseil d'Elrond, c'est une carte absolument géniale, on ne la vire pas d'un deck. Mais bon, pour une fois qu'on peut peut-être s'en passer, on va s'en passer. À la place, je vais mettre un petit Arkenstone. On a un deck de 50 cartes maintenant, 3 héros, on est prêt à jouer. Du coup, je vous propose immédiatement de tester, puisque le but de cette vidéo, c'est un craft and play. On craft, directement on play. J'aimerais quand même conclure cette vidéo en disant que le deck building, ça se fait pas en une fois. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va sur InDB, on clique sur les cartes, et directement, quand on a fini de cliquer, c'est bon, le deck il est parfait. Non, ça se passe jamais comme ça. En théorie, on part sur une idée de build qui nous intéresse, une mécanique du jeu qui paraît intéressante, et après ce qu'on fait c'est on joue. On joue, on voit qu'il y avait des idées pourries à la base, on vire des cartes, on en met d'autres. Des héros sont pourris, on change les héros. Quand on change les héros, on change les sphères qu'il y a dans le deck, donc du coup on rebuild en permanence. En général, c'est très rare les mecs qui vous disent mon deck, là, tel qu'il est là, il est parfait, je le changerai plus jamais. Déjà parce qu'il y a des cartes qui sortent en permanence, ensuite parce qu'il y a des scénarios qui sortent en permanence, et après parce qu'il y a au fur et à mesure la sensibilité du joueur qui change, et qui fait que même si le concept de deck est très fort, en général, on le modifie pour avoir une expérience de jeu et un plaisir de jeu qui soit différent. Donc, n'hésitez pas à jouer, hein, vraiment, le mot-clé, c'est il faut faire des parties,
changer son deck, refaire des parties, rechanger son deck. Bien évidemment, je ne peux conclure cette vidéo sans parler des deux sites qui sont pour moi les meilleurs, pour un Français, hein, je veux dire, pour le crafting. Le premier, c'est RingsDB, puisque l'avantage, c'est que vous avez absolument toutes les cartes qui sont référencées. Et il y a une partie deck building qui est très forte et qui vous permet de, sans manipuler les cartes, de voir les cartes que vous avez à mettre, de faire des corrections sur vos deck building. Et surtout, il y a un deck qui s'appelle sdajce.net qui est excellent, qui est vraiment excellent parce que les concepteurs de sites ont eu l'intelligence de classer les cartes en fonction de ce qu'elles font. Du coup, si vous cherchez par exemple des cartes comme le Conseil d'Elrond, qui font une diminution de menace, et ben il y a un mot-clé dans un espèce de dans une espèce d'index quoi qui référence toutes les cartes dans toutes les sphères qui ont cet effet-là. Et du coup, ça va vous permettre, quand vous cherchez une carte, par exemple, vous craftez un deck comme celui-ci, il vous manque de l'attaque, ou par exemple, il vous manque de la pioche, et ben rien ne vous empêche d'aller sur ce site-là et de dire, voilà, je voudrais toutes les cartes de pioche, en commandement, en énergie et en connaissance. Ça va vous donner des réponses directes pour améliorer vos decks et faire du deck building. Après, si le deck building ne vous intéresse pas parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de cartes et tout, sur RingsDB, vous avez des decks qui sont déjà tout faits et qui sont censés être performants. Vous pouvez faire ça, moi c'est pas du tout ce que je cherche, puisque moi dans ce jeu, ce que j'aime le plus c'est crafter des decks. Voilà, je vous présente comment est-ce qu'on crafte un deck. Aujourd'hui c'est un deck Aldan, peut-être je ferai d'autres craft and play pour présenter d'autres decks. Voilà, allez on se retrouve de suite pour faire une petite vidéo. C'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux.